Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon PEA sur le mois de mars 2023. J'ai été un peu absent ces derniers temps car j'ai des partiels, c'était les vacances, mais je suis très heureux de vous présenter donc ce bilan où j'ai fait pas mal de modifications par rapport au dernier bilan et j'ai essayé de vous apporter le maximum de qualité et de transparence. Pendant ce mois de mars, il a été assez agité sur les marchés. On a eu 4 faillites bancaires, on a eu le Crédit Suisse en Europe et 3 faillites aux États-Unis, ce qui a un peu bousculé les marchés de leur dynamique de janvier et février qui ont été très positives. Le mois de mars a été un peu plus mitigé, mais toujours positif, notamment du côté du CAC 40. Sur mon PEA, j'ai fait 8 achats, j'ai eu une OPA donc, que j'ai vendue et on a toujours une croissance du dividende sur mon PEA de 10% par an pour ceux que ça intéresse. Précaution d'usage, les informations contenues dans cette vidéo sont à vocation pédagogique et fournies à titre d'information uniquement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Voilà tout. Je vous ai fait un petit rappel sur investir en bourse, qu'est-ce que c'est et quels sont les risques également. Donc, pour investir en bourse, vous devez définir votre profil d'investisseur, c'est-à-dire quel est votre horizon de temps de placement. Si vous avez 5 ans et si vous avez 30 ans, vous n'aurez pas la même aversion au risque et vous ne ferez pas les mêmes placements. Et donc, quelle est aussi votre tolérance au risque? C'est-à-dire, est-ce que vous acceptez de voir votre portefeuille bouger? Est-ce que vous regardez votre portefeuille tous les jours? Est-ce que vous vendriez plus une action qui est volatile, et cetera, et cetera. Ensuite, vous devez définir une stratégie en fonction de votre profil d'investisseur. Vous voulez une stratégie passive, vous utilisez des ETF, c'est très simple, vous faites une transaction par mois, ça va très bien, vous faites un DCA. Si vous voulez être plus agressif et plus performant, vous pouvez faire du stock picking avec des facteurs, donc du choix d'actions individuelles, avec des facteurs dites d'actions sous-évaluées, d'actions de qualité, de small caps, donc de petites valeurs, et vous devez comparer ça à un indice de référence pour voir votre performance et si c'est utile ou pas. Ensuite, vous devez diversifier votre portefeuille, une diversification sectorielle, c'est-à-dire l'industrie, consommation cyclique, matériaux de base, santé, et cetera, et cetera. Ensuite, au niveau géographique, vous devez être diversifié au maximum sur le PEA, c'est possible grâce aux ETF et vous pouvez investir dans le monde entier. Donc si vous mettez un ETF World et un ETF Emerging Market, vous couvrez, les big caps, 85 des sociétés cotées, au monde. Donc c'est franchement pas mal et au niveau taille, vous devez investir sur des grandes sociétés, donc principalement avec des ETF, vous investissez sur des grandes sociétés, sur des sociétés moyennes et sur des small caps et moi j'adore, ce segment de small caps car ce sont, des poches d'inefficience de marché. Lorsque vous choisissez vos actions individuellement, vous investissez sur un business. Je dis bien, vous investissez sur un business. C'est-à-dire que vous devez connaître le secteur de la société, quels sont les clients, comment sont faites les ventes, qu'est-ce qu'elle vend, comment marchent les outils industriels, sont-ils performants? Vous devez connaître la stratégie du groupe et vous devez lire absolument vos rapports financiers. C'est très important. Lisez vos rapports financiers. Vous avez une énorme quantité d'informations dedans et c'est très important de regarder les bilans, le compte de résultats, tout ça, c'est essentiel. Vous devez travailler si vous voulez choisir vos actions, ça prend beaucoup de temps, mais c'est très intéressant et donc c'est ce que je fais actuellement également et j'aime bien ça, mais ça prend beaucoup de temps par rapport à des ETF. Et vous devez être exigeant en choisissant vos actions, c'est-à-dire que vous devez avoir des critères de sélection précis. Vous devez regarder le management de la société. Si le management, dit ce qu'il va faire dans une stratégie, à moyen terme et vous devez vérifier s'il fait ce qu'il dit petit à petit. Ensuite, je regarde également, je donne de l'importance au traitement du capital humain parce que dans nos sociétés, c'est, les humains qui travaillent forcément et donc s'il est bien traité, s'il est bien rémunéré, si on a des plans, d'actions gratuites, de l'épargne salariale et cetera, et cetera. Ça, c'est très important
Si, on a un bon traitement également, si le personnel se sent bien, au travail et je regarde un petit peu également, un peu moins, mais les critères ESG, donc environnement, société et gouvernance. Voilà tout ce que vous voulez regarder, un petit récap pour investir en bourse. Donc au niveau, j'ai tiré ce petit truc de, punaise, je sais plus la société qui fait ce petit rapport mensuel. C'est, bref, je sais plus. Bref, on se retrouve donc, en comparaison du CAC Mid and Small, heu, depuis le début de l'année. Ici, on voit que le CAC 40 fait 13,1 et le CAC Mid and Small 6,3 et on nous dit: «Malgré une progression en dents de scie, le CAC 40 reste sur une lancée positive et progresse en mars». Donc une dent de scie, pourquoi? Parce qu'on a eu, quelques faillites bancaires, mais la fin de mois était très bonne. Dans ce contexte, de relèvement, des taux, de crainte d'une crise systémique après les faillites bancaires, des banques américaines SVB et Silvergate, la troisième, je ne sais plus c'est laquelle, et les difficultés du Crédit Suisse, l'indice phare termine à 7 322,39 points et le CAC Mid and Small, est en baisse quant à lui sur le mois de -3,4 à 14 211,89 points. Pourquoi je regarde le CAC Mid and Small? Car c'est mon indice de référence. Voilà, donc ici on voit depuis le début de l'année qu'est-ce qui s'est passé? On voit que le Nasdaq 100, qui avait beaucoup souffert l'année dernière, reprend 20,5. On voit que le CAC 40, lui, prend 13,11. On voit que le stock Europe 600, donc porté par la France et le DAX qui se porte aussi bien, prend, 7,75. Le MSCI World 7,25 et le Emerging Market 3,55. Donc on a une grosse surperformance du CAC 40 et du Nasdaq 100. Donc une retour à l'aversion au risque et le CAC 40 français qui marche très, très bien grâce au luxe. Là, je prends, un petit des schémas qui sont présents sur Zone Bourse. C'est Raphaël Giraud qui fait ça, des articles chaque mois, sur les choix des sociétés de gestion sur les small et mid cap françaises et il fait de très bons articles, j'adore ça. Il interviewe des gérants, des gérants de sociétés et de fonds et j'adore son travail. Donc si vous allez, sur, Zone Bourse, regardez ce qu'il fait, c'est très intéressant. Donc ici, on voit sur ce schéma, les multiples de valorisation, c'est-à-dire de la valeur d'entreprise sur l'excédent brut, d'exploitation en fin d'année 2022 et on a une source, c'est sourcé selon Epsilon et ID Midcaps. Voilà, on dit que selon le cabinet ID Midcaps, alors que la décote des petites valeurs s'élevait en moyenne à 20 par rapport aux grandes, valeurs entre 2009 et 2015, elle s'est réduite entre 2015 et 2019 pour s'élever à plus de 35 depuis 2019. Donc en gros, on nous dit qu'on avait une décote des petites valeurs entre 2009 et 2015 de 20 par rapport aux grosses valeurs. Ensuite, on nous dit que les petites valeurs ont surperformé de 2015 à 2019 pendant 4 ans, mais qu'aujourd'hui, on a une décote de 35. Vous imaginez 35 de décote sur, la valorisation des sociétés. Ça veut dire qu'on est très, très sous-évalué actuellement sur les petites et moyennes sociétés et on nous dit que quand on compare les ETI cotés aux transactions hors bourse, la décote, s'élève à 25. Donc même en private equity, donc le non coté, on a une décote de 25. Donc on a de quoi entretenir, voire accélérer le phénomène de retrait de la cote. Donc on a pas mal d'OPA sur les petites et moyennes valeurs. Moi, j'ai déjà eu, du Manutan, et j'ai quoi eu d'autre? J'ai eu quoi d'autre? J'avais du Albioma aussi et j'ai eu également donc, vous le verrez après, une société de mon portefeuille ce mois-ci. Ensuite, on voit qu'on est de retour à un price earning médian de 15 fois. Encore une source de selon ID Midcaps. Donc, on avait eu un petit pic là au T3 2020 à 25 fois, les bénéfices et là, on retombe, à des valorisations historiques autour de 15 fois les bénéfices. Donc sur le CAC Mid and Small, ce qui est vraiment très peu.
Ensuite, on voit également que le nombre d'OPA et les primes moi on voit le nombre d'OPA et les primes moyennes offertes, par rapport, au cours avant l'annonce de l'OPA. Là, on est sur une source d'indépendance AM, fonds de gestion que j'apprécie, particulièrement. Donc voilà, on voit qu'en 2021, on a eu 33 retraits de côtes et en 2022, ça continue avec 28 retraits de côtes, donc d'OPA contre, avant la pandémie, 21, retraits en 2018 et 22 en 2019. Et on voit que les primes offertes sont en très forte augmentation. Ça veut dire que, les sociétés se font racheter à un cours, plus élevé de 40,4 en moyenne en 2022. Donc ce qui est très intéressant si on est actionnaire individuel ou pas, parce qu'on a des sociétés sous-évaluées qui sont de très bonne qualité. Donc on voit que les petites et moyennes valeurs, elles souffrent, dans la hausse du nombre d'offres publiques et de primes proposées pour sortir partiellement ou définitivement de la cote. Donc on a un appauvrissement de la côte française parce que, les sociétés sont très sous-évaluées, les petites et moyennes sociétés. Ensuite au niveau, là on voit que c'est la collecte des fonds sur les small et mid cap en France. Donc c'est une source, d'ID Mid-Cap, Exane, donc c'est, BNP et Lipper. On voit que le désintérêt, pour la classe d'actifs se retrouve logiquement dans la décollecte des fonds dédiés depuis la fin 2018, comme le montre, le schéma ici. Donc en 2018, ça collectait, ça allait à peu près, on collectait quand même et depuis, à part en 2021 et fin 2020, on n'a jamais collecté. On n'a eu que des décollectes sur les fonds. Seule une franche reprise de la collecte, restée au point mort, le mois dernier, pourrait permettre une reprise durable de la surperformance des plus petites capitalisations. Ça veut dire que les investisseurs particuliers, ne mettent plus d'argent dans les fonds et retirent même l'argent des fonds de petites et moyennes valeurs françaises. Et on sait que sur des très petites sociétés, c'est seulement des fonds, même s'ils n'ont pas des gros encours, qui font que les sociétés, performent bien en bourse. Et donc ici, vu qu'il y a une décollecte, il y a des baisses les sociétés vendent leurs les fonds de gestion vendent leurs sociétés et donc on a une baisse, des encours et une baisse de la cote, des sociétés cotées, des petites et moyennes valeurs, contrairement au CAC 40 qui surperforme. Voilà, là, on voit une évolution dividende inclus des indices, actions par taille de capitalisation sur 5 ans. Donc là, en vert, vous avez le CAC Small, dividende réinvesti. Après, en bleu, vous avez le CAC Mid and Small et en rouge, le France CAC Large. Donc le CAC 40 plus, les 20 sociétés les plus grosses qui suivent. On voit ici que les petites valeurs qui battaient, les grandes valeurs 7 années sur 10 au cours, des 20 dernières années, se retrouvent sous-performantes sur, ces 4-5 dernières années. Donc ça fait 4-5 ans qu'on n'a pas vu de surperformance des petites et moyennes valeurs. Et il faut maintenant remonter à 8 ans d'historique pour les revoir surperformer. Donc là, comme je vous l'ai dit, les flux négatifs sur la classe d'actifs depuis plus de 5 ans s'expliquent par la préférence pour les grosses capitalisations en période d'instabilité, alors que ce n'est pas prouvé. L'impression de fragilité des petites entreprises lors d'événements exogènes de marché, Covid, guerre, crise bancaire et la peur de rencontrer des problèmes de liquidité. Donc c'est pas prouvé non plus les problèmes de liquidité. Au moment d'un crash, les croyances ont la dent dure. En période d'instabilité, il n'a pas été démontré empiriquement que les grandes, sociétés résistaient mieux que les petites, au contraire. Les petites sociétés, elles sont principalement détenues, familialement, elles sont plus agiles, elles ont plus d'argent, elles ont plus de marge et donc voilà, c'est pas démontré empiriquement que les petites sociétés, heu, souffrent plus en période de crise. Au niveau de mon reporting, au 28 février, j'avais, sur mon PEA en tout, en incluant les ETF, j'avais 8 273,88 € et au 31 mars, j'avais 8 644,75 €, en incluant aussi les ETF. En liquidité, j'ai 106,39 € à la fin mars. En apport, j'ai apporté 510 € durant ce mois de mars. Au niveau, des plus ou moins-values, j'ai eu une moins-value de moins 97,8 €. J'ai une performance négative, donc c'est sur mes 2 comptes avec les ETF,
enfin, c'est assez compliqué. Avec les ETF et le stock picking et le PEA-PME, j'ai une performance de moins 1,17%. J'ai reçu 12,2 € de dividendes, donc un mois, c'est exceptionnel parce que j'ai pas une stratégie dividende et je vois des dividendes, qui tombent sur le compte espèces et c'est assez intéressant, j'aime bien ça. Au niveau du nombre d'ordres, je suis à 10 ordres ce mois-ci contre 15 le mois dernier, donc j'aime bien ça. On réduit le nombre d'ordres et donc les frais. Et au niveau du nombre de lignes, ETF inclus, je suis passé de 35 à 34. Donc j'ai fait une vente ce mois-ci. Au niveau des dividendes, j'ai touché 12,2 €. Katana Group m'a versé 7,2 € et c'était 15 centimes par action. Et Moulinvest m'a versé 5 €, c'était 1 € par action de dividende. Au niveau de mon objectif moyen terme, comme vous le savez, je réduis ma poche ETF et j'augmente ma poche stock picking, notamment sur les small et mid cap. Et actuellement, on est encore sur 58% ETF et sur 42% petites et moyennes sociétés. Donc ça descend tranquillement parce que j'achète plus trop d'ETF et j'achète massivement des actions individuelles. Depuis la création de mon PEA le 9 juin 2021, j'ai une performance de moins 0,59% expliquée par une stratégie de DCA. Donc je mets un tout petit peu chaque mois d'argent pour investir et donc ça lisse ma performance à la hausse comme à la baisse et voilà, j'ai commencé à traquer tout ça et on va voir ce que ça donne à long terme. Au niveau de mon stock picking, j'ai commencé le 8 avril 2022, donc ça va faire 1 an et donc j'ai une performance de 6,98%, donc ce qui est vraiment pas mal et le CAC 40 qui me surperforme toujours, qui est à 15,1%. Au niveau des autres indices, ils sous-performent, notamment le Lyxor MSCI, Small Caps, -6%, le MSCI World Small Cap, -7% et le Lyxor PEA Monde, -6,67%. Donc franchement, je suis assez satisfait de cette performance à l'heure actuelle. Au niveau, j'ai oublié de corriger, j'ai mis mois de février, mais c'est le mois de mars. Au niveau du mois de mars, on se retrouve, avec mon portefeuille ici, on est sur le stock picking qui fait -3,23% contre, le MSCI Europe, MU Small Caps qui fait -4,22, donc je surperforme un peu cet indice. Le Lyxor CAC 40 qui fait 1,42% positif. Le Lyxor PEA Monde qui fait 1,22% positif également et le MSCI World Small Cap qui sous-performe mon portefeuille qui fait -4,06%. Donc voilà un peu pour le récap. On verra à la fin la comparaison entre mon portefeuille stock picking, le CAC 40 et le CAC Mid and Small. Donc voilà, maintenant on se retrouve sur la société que j'ai vendue à cause d'une OPA. Donc Ordina, je l'avais racheté le mois dernier. Elle figure parmi les premiers prestataires de services numériques aux Pays-Bas. Donc c'est une ESN néerlandaise. Le CA par secteur d'activité, il se ventilait au niveau des services publics à 42,8%, pour l'industrie 30,9% et au niveau des services financiers, des banques, etc., 26,3%. Et on avait une société qui faisait un chiffre d'affaires aux Pays-Bas à 66% et en Belgique et au Luxembourg à 34%. Ici. Donc j'ai vendu Ordina, j'ai fait une vente totale le 24 mars. J'ai détenu la position 66 jours et j'avais en portefeuille 22 actions à un PRU de 4,02 €. J'ai vendu donc j'avais un PRU j'avais un total de 48,45 € avec un PRU à 4,02 € et j'ai vendu 27 actions à 128,93 €, soit une plus-value de 46,75%, ce qui fait très, très plaisir, ce genre de plus-value. La société était très sous-évaluée, je pense que c'est pour ça qu'on a une OPA dessus et c'est une société quand même de grande qualité et donc ça fait très, très plaisir de voir ce genre d'OPA sur ce titre. Donc pourquoi je vends? Donc on a un projet d'acquisition par Soprasteria
qui a annoncé, une OPA visant la totalité des actions en circulation de la société, Ordina cotée à Amsterdam. L'offre de Soprasteria valorise ainsi 100 du capital de Ordina à 518 millions d'euros sur la base d'un prix de 5,75 € par action. On a une prime spot de 36 et donc ça fait ressortir des multiples de valorisation de 1,2 fois le chiffre d'affaires et de 10,2 fois l'EBITDA estimé en 2023. Qu'est-ce qu'on peut dire? Selon Soprasteria, l'opération devrait avoir à terme un impact relatif sur ses bénéfices par action de 1,2 en 2024 et 3,7 en 2025. Donc voilà, Soprasteria, une société que j'aime bien, du secteur du numérique, des ESN. J'ai fait d'ailleurs, une review du secteur des ESN sur ma chaîne si vous voulez aller voir et elle est sous-évaluée par rapport à ses pairs et elle est en train de mener une très belle stratégie, si elle a acheté Ordina, elle achète pas mal de sociétés en ce moment et donc Ordina, je pense que ça peut être très, très, très relutif sur les marges, sur le chiffre d'affaires de Soprasteria. On se retrouve maintenant sur, une société toutes les sociétés que j'ai achetées, donc j'ai fait 8 achats ce mois-ci. J'ai acheté du STEF, qui est le leader européen de la logistique sous température dirigée, c'est-à-dire des températures allant de -25 à +15 . Donc STEF, c'est une société du secteur industriel qui est, donc dans la logistique, comme je viens de vous le dire. Elle a une capitalisation de 1,3 milliard d'euros et c'est une société française. Au niveau des chiffres clés de 2000, là, je vous ai mis les chiffres clés de 2021, comment ça s'appelle ça? De l'année 2021, parce que le rapport est pas encore sorti, de l'année 2022 et là, on voit qu'on avait un chiffre d'affaires de l'exercice 2021 à 3,5 milliards d'euros, 110 millions d'euros de résultats consolidés, des capitaux propres consolidés de 912,7 millions d'euros. On a 20 528 collaborateurs, donc plus de 20 000 salariés. Donc, j'aime bien prendre, le Stade Bonal qui est vers chez moi, donc à Sochaux et à avoir un ordre d'idée de ce que ça représente. Donc, tous les salariés de Steph remplissent le Stade Bonal. C'est assez énorme et on doit avoir un on doit constater quand même que c'est les salariés qui font le chiffre d'affaires et on doit les en remercier. Et donc 20 000 salariés, c'est vraiment énorme. On est présent dans 8 pays européens, on a plus de 10 000 clients, plus de 100 000 livraisons par jour. Il y a 257 plateformes multitempératures, 173 en France, 84 dans les autres pays d'Europe. Des surfaces de quai, on a 556 mètres carrés et au niveau des volumes d'entreposage, on a 10 millions de mètres cubes. C'est énorme parce que Steph possède ses entrepôts en propre et c'est ça qu'on aime. Il y a de l'actif caché ici et la valorisation boursière ne, valorise pas cet actif caché, ces entrepôts et cetera. C'est ce que j'aime, on verra ça plus tard. Ensuite, on a 340 véhicules en propre sur un total de 4 000 véhicules et on a 4 cargos. On a la méridionale que le management veut vendre car, on fait des pertes sur ce secteur et on est actuellement en négociation avec la CMA-CGM pour vendre ce secteur de la méridionale qui fait des trajets entre la Corse et Marseille et entre Marseille et Tanger, donc le Maroc, il me semble. Au niveau des perspectives, pourquoi j'ai acheté? Parce qu'on a une formalisation du plan stratégique avec 2 impulsions majeures, Customer Care et People Care. Donc on s'intéresse aux clients, on essaye de comment ça s'appelle? On essaye, de prendre soin des besoins du client et on essaye de prendre soin des, employés avec un bon traitement des employés. Ensuite, on a une poursuite des investissements en matière de transition énergétique, parce que là, on a eu, l'énergie qui a pesé très, très fort sur les marges, parce qu'on a eu des surcoûts d'électricité en Italie de 7,5 millions d'euros et on a eu, également on a un surcoût d'électricité et on a eu un surcoût de charges d'impôts, il me semble et donc ça a impacté fortement les marges et également partout en France. Partout en France et en Europe, les coûts de l'électricité, ont fait très mal aux marges. On a essayé d'augmenter les prix, mais on a une petite baisse de la marge quand même par rapport aux autres années, mais c'est très bien géré grâce au management de qualité.
Au niveau des perspectives, donc l'innovation comme moteur de la transformation et on a une finalisation, d'une solution durable pour l'avenir de la méridionale. Donc comme je vous l'ai dit, vente de la méridionale qui fait des pertes et donc on n'aime pas ça au niveau d'une société. Pourquoi Steph est une société de qualité? Car elle a une croissance organique et inorganique, donc croissance externe et on voit que le chiffre d'affaires en 98 était même pas mais était inférieur, à 1 000 000 € et là on est à 4,26 milliards € de chiffre d'affaires. Vous voyez, ça monte. On a eu en 2008-2009 une baisse du chiffre d'affaires, mais qui a vite été rattrapée. Ensuite, on a eu la crise ici, en 2020 où, on a une petite baisse du chiffre d'affaires, mais on a augmenté tout ça et aujourd'hui on est à des niveaux historiques de chiffre d'affaires. Donc une grande qualité du management. Le capit on a qu'un flottant de 28 et encore parce qu'il y a de l'autodétention de 4,72 donc on a un flottant de 22,72 donc ce qui est très faible et hem et on adore que la société soit gérée, par le FCPE, donc le Fonds commun de placement d'entreprise STEF, à 17,7 donc les employés détiennent presque 20 du capital et comme je vous l'ai déjà cité, l'analyse du Crédit Suisse, elle met en évidence que les entreprises familiales, elles surperforment l'ensemble du marché. Elle est attribuable, non seulement à des résultats financiers supérieurs, donc ça marche mieux, mais également à une approche, du business, à long terme et une priorité accrue à l'innovation, donc des investissements en R&D et pour moderniser l'outil industriel et donc à long terme, ces sociétés surperforment et j'adore détenir des sociétés familiales dans mon portefeuille. Voilà, on voit que la performance du groupe, on a une augmentation du chiffre d'affaires de 22. En organique, je ne sais plus combien on a eu, puisque là, on a eu la grosse acquisition, notamment, de Langons au Royaume-Uni qui a tiré le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant qui a quand même augmenté malgré l'inflation de plus de 13 pour se situer à 202 millions d'euros de résultats opérationnels courants. Au niveau de l'activité, on a une stabilisation de l'activité, notamment sur le second semestre après une année, 2021 de forte reprise post-Covid. On a une année, marquée par l'inflation, flambée des coûts de l'énergie, plus 75 et du carburant, plus 43 et on a également une tension sur les matières premières et un peu de recrutement également. Donc vous voyez ici, flambée des coûts de l'énergie, ça on peut l'impacter, on peut le répercuter seulement en différé parce que Steph, ça fait pas beaucoup de marge et donc ça va être répercuté petit à petit au client, mais c'est pas immédiat, tandis que le carburant, c'est en pied de facture, donc c'est directement répercuté, donc les 43 ça fait mal au client plus qu'à Steph. Donc c'est ça qui est intéressant également et sur les matières premières, pour les constructions de sites logistiques, c'est également important. On est sur une étape importante dans la construction européenne. Donc là, on est en train de mailler le territoire européen comme on le fait en France et on adore ça. C'est un vrai moat d'avoir donc un avantage concurrentiel, de construire, des sites et de mailler le territoire européen. Là, j'aime bien regarder ce site car on a vu une énorme baisse au niveau d'octobre 2022 du titre où j'aurais bien aimé acheter, mais je connaissais pas bien la société et on voit que lui, le directeur actuel, Stanislas Lemort, président et directeur général, lui, il ne s'est pas prié pour acheter des actions, durant octobre à 75 € l'action et à 74 € l'action et donc c'est vraiment très, très bas. J'aurais bien aimé en acheter aussi bas et du coup, j'aime bien regarder quand les dirigeants achètent, des actions de leur société et vendent, grâce au site Insider Screener. Pourquoi j'achète du Steph? Parce qu'on est sur un leader en France de la logistique sous température dirigée. Il y a 60 Steph a 60 des parts de marché et on est également leader en Europe. On a une excellente croissance du chiffre d'affaires, 5,5 par an depuis 10 ans. On a un moat, donc un avantage compétitif, une douve. Donc si vous avez un château fort, la douve, c'est ça le moat en gros. C'est que les autres, concurrents ne peuvent pas
vous attaquez, vous êtes trop bien protégé. Et donc, cet avantage compétitif, ce mode, c'est un maillage territorial en nénuphar mature en France, donc qui permet des synergies au niveau euh, des coûts, du maillage territorial. On est proche des clients, on charge plus les camions, on peut aller d'un entrepôt à l'autre, etc., etc. Et ensuite, on est en développement en Europe également ce maillage territorial. Et on est présent dans 8 pays, il me semble. Donc l'Angleterre elle commence à être significative. On a de l'Espagne et de l'Italie qui sont très significatives. Le Portugal, je ne sais plus. On a aussi le Benelux et un peu d'Allemagne, il me semble. Ensuite, on est sur un secteur très défensif. Donc avec l'inflation actuelle, en fait, on transporte de la nourriture en gros et on les vend aux petites et moyennes, aux grandes surfaces, aux restaurateurs, les KFC, les Quick, les Burger King, etc. On fait des livraisons pour ce genre de clients et donc c'est de la consommation de base et c'est défensif et peu cyclique. Au niveau de Steph, on a un bilan très solide avec une valeur cachée, c'est-à-dire que on a une valeur brute de l'immobilier, il me semble, des entrepôts à hauteur de 1,8 milliard d'euros, alors qu'on a une capitalisation de 1,3 milliard d'euros. Donc, on, ça cote sous les actifs nets. Donc, on a une société sous-évaluée malgré des actifs cachés détenus en propre. Au niveau, ce que j'aime aussi, c'est la détention et une gestion familiale du capital. Donc, on a un flottant donc, on a une détention du management, des salariés, etc., de la famille Lemort de 72,5%. On a une vision long terme, on veut que la société soit pérenne et il y a l'importance du capital humain. Voilà tout. Donc, très belle société, Steph. Voilà, je vous ai mis quand j'en avais acheté. J'ai pu en acheter à 85 euros, donc assez bas quand même. J'en avais racheté durant le T4 2022 à également 80, un peu plus de 90 euros. Et là, j'en ai racheté à 108,46 euros, car selon moi, les perspectives sont vraiment exceptionnelles. Donc, j'en ai acheté le 7 mars. Et au total, j'ai 3 actions avec un PRU de 95,15 euros. Au niveau du dividende, Steph, elle a un rendement de 3,8%. On a une croissance du dividende sur 5 ans de 6% par an. Et là, cette année, la croissance du dividende va être de plus de 30%, il me semble, parce qu'on distribue au prorata du résultat net qui a très fortement augmenté actuellement. Pourquoi on nous met 2 milliards de capi? Parce qu'elle a 1,3 milliard de capi, c'est pas très significatif. Au niveau du ratio cours sur bénéfice, on est à 10 et on a 10 euros de bénéfice par action. Donc là, on voit que c'est un dividende aristocrate, il me semble, des sociétés françaises. Même si on a une baisse en 2020 du bénéfice, ça, c'est pas très grave. Je pense que la société était pérenne et vu qu'on distribue les dividendes au prorata des résultats, les résultats ont un peu chuté en 2020. Du coup, je préfère que la société ne baisse son dividende, qu'elle le maintienne et que ça coûte trop cher et qu'on se mette dans le pétrin pour rien. Voilà, donc là, on se retrouve avec des ratios par rapport au CAC Mid and Small. Donc ici, mes critères d'investissement, c'est des sociétés quality value small caps. Donc quality, on veut des marges plus élevées que l'indice de référence. On veut une croissance plus élevée que l'indice de référence et on veut un ROCE plus grand que l'indice de référence. C'est-à-dire que le ROCE, c'est le retour sur les capitaux employés. Il permet d'évaluer la rentabilité et l'efficacité du capital d'une entreprise. Il prend en compte la dette. Un ROCE élevé, ça correspond à de solides positions concurrentielles et à de fortes barrières à l'entrée. Et donc ici, on a un ROCE c'est 14% même. On a eu un petit sur Pépites et Pipo, il y a Indépendance AM, c'est Audrey Bacro qui est passé. Apparemment, on a 14% de retour sur capitaux employés, donc ce qui est supérieur à ce que j'ai mis là. Donc au niveau du price earning, au niveau valorisation, donc le côté value, on veut que ça soit sous-évalué au niveau du price earning, du cours sur cash flow et des multiples de valorisation type enterprise value sur EBIT, sur EBITDA, sur EBE. Donc au niveau du PER,
On décote à 46% par rapport à l'indice de référence. Donc PER en dessous de 10, très, très, très faible pour la qualité de la société, même si elle ne marge pas beaucoup. Au niveau du cours sur cash flow, on décote à 55%. Donc, on a une société qui correspond aux critères value à 100%. Donc, c'est très bon. Au niveau du ROCE, on est à plus 41%. Donc, si on a 14%, on est à 100% en fait de ROCE. Donc, on veut un ROCE élevé, retour sur les capitaux employés. Ça signifie qu'on a des solides positions concurrentielles et des fortes barrières à l'entrée. Et donc, le capital est très bien employé. Voilà, donc plus 100% au niveau du ROCE. Donc là, on est plutôt du côté quality. On veut les ratios les plus élevés possibles, contrairement à la value, on veut les ratios les moins élevés possibles. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires en 2022, on a eu 22% contre 9,6%, qui est la moyenne du CAC Mid and Small, donc plus 129% par rapport à ça. Donc on a une société qui correspond bien à mes critères d'investissement qui sont quality, value et small caps. Même si on dépasse le milliard de capi, c'est quand même une petite société. Elle fait quand même 4 milliards de chiffre d'affaires, hein, et elle cote, sa capitalisation est de 1,3 milliard d'euros, ce qui est très, très faible. Voilà, on passe à la suite maintenant. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du Verallia. Donc, Verallia, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui fait des contenants en verre pour l'industrie. Et donc, c'est une société industrielle qui fait des contenants en verre. C'est une mid-cap. Elle capitalise 4,6 milliards d'euros au 4 avril. Donc, vous allez voir, j'ai complété petit à petit la présentation et ça peut varier en fonction du mois. C'est pour vous illustrer un peu tout ça. Donc là, on est au niveau de la consommation cyclique. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que selon moi, c'est de la consommation défensive et de l'industrie, mais on classe ça dans de la consommation cyclique. Et on est au niveau des contenants et de l'emballage. Et c'est une société française. Voilà, Verallia, on nous dit que c'est le leader européen et troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires. Ils disent qu'ils veulent redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé pour en faire le matériau d'emballage le plus durable du monde. Verallia a 34 usines de production verrière, 5 usines de décor, 12 centres de traitement du calcin, verre usagé, dans 12 pays. Ils produisent 17 milliards de bouteilles et pots de verre chaque année pour fournir 10 000 clients, des producteurs familiaux locaux aux grandes marques internationales. Donc on a Pernod Ricard en grande marque internationale, on a Louis Vuitton, Moet Hennessy, LVMH, on a Nestlé, on a qu'est-ce qu'on a d'autre en grande marque? On a Andros, voilà, toutes les grandes marques de ce secteur-là. Pernod Ricard, il me semble que je l'ai dit, mais bref. Et on a également Heineken, par exemple. On est sur des grosses sociétés. Donc voilà, 16% produits alimentaires, 35% vin tranquille, c'est-à-dire vin rouge, vin blanc non pétillant, rosé, etc. Vin pétillant, 12%, spiritueux, donc c'est les alcools forts, 13%, bière, 13%, boissons non alcoolisées, 11%. Et donc on est très bien diversifié au niveau des clients et des produits que l'on vend. Petit big up aux vins pétillants, notamment champagne, qui font plus de marge, c'est plus premium, et aux spiritueux qui se vendent plus cher et qui sont plus premium, et on aime ça, ça marge plus. Au niveau du marché sous-jacent de Verallia, donc on a une demande en Europe qui augmente malgré un environnement inflationniste. Donc on voit que de 2015 à 2021, on a eu 2,9% de croissance annuelle de demande en volume, donc en millions de tonnes de verre, et on s'attend à une croissance de 2% par an jusqu'en 2025. Voilà. Verallia, elle annonce des capacités d'augmentation en Italie de ses usines et d'augmentation d'ajout de ses fours en Allemagne et en Belgique. Donc Verallia, il est premier en Europe en vente en volume, deuxième en Amérique latine et troisième mondial. Donc on a OI Glacis et l'autre, je ne sais plus ce que c'est comme concurrent qui est deuxième mondial.
Owens-Illinois, il me semble que c'est le premier mondial. Et là, je suis allé sur le site Owens-Illinois et on voit que le marché du verre en croissance projeté entre 2023 et 2025, on aurait en Amérique latine, où Verallia ouvre des usines et est très présent, donc deuxième producteur mondial, une croissance de l'ordre de 3,5% pour tous les emballages et 3,8% pour le verre. Donc 3,8% par an, c'est excellent. Et également en Europe, où Verallia est premier. Et moins de croissance en Amérique latine, où c'est le principal marché de Owens-Illinois, donc son concurrent. Donc ici, on est très bien positionné pour saisir la croissance des marchés, ce qui est excellent pour Verallia. Au niveau de Verallia, entre 2018 et 2022, on a eu un taux de croissance du chiffre d'affaires de 8,5% par an. Excellent. On a une marge qui augmente plus vite que le chiffre d'affaires de 12,3% par an. Excellent. Et on a une conversion en cash de 11,9% par an. Donc, on a une très bonne conversion en cash. On a un business en croissance, générateur de trésorerie, résilient pendant la pandémie. Et on adore ça. Et ce n'est que le début pour ce genre de société qui est très pérenne selon moi. Là, on se voit poursuite de la croissance profitable remarquable dans tous les domaines. Donc, on voit qu'on a une croissance du chiffre d'affaires de 26,5% en organique. En 2022-2024, on prévoit plus 4 à 6% de taux de croissance annuel organique. On a un EBITDA qui augmente plus vite que le chiffre d'affaires. Donc, on a une excellence opérationnelle. Tous ces concurrents ont augmenté également leur chiffre d'affaires grâce à des augmentations de prix, mais les marges n'ont pas suivi. On a une très bonne conversion en free cash flow. La marge EBITDA en augmentation, le résultat net par action en augmentation, les dividendes distribués en augmentation, l'endettement qui est diminué malgré l'acquisition d'Allied Glass au Royaume-Uni sur le segment des spiritueux. Donc levier d'endettement à 1,6 fois, c'est très, très raisonnable, sachant qu'on était tombé à 1,2 ou 1,3 avant l'acquisition d'Allied Glass au Royaume-Uni. Au niveau des CAPEX, c'est une société et un secteur qui a besoin de gros CAPEX récurrents et stratégiques. Et donc, on a quand même une très bonne gestion des CAPEX parce qu'on a quand même une très très bonne génération de free cash flow. Et c'est ce qu'on aime. À ce niveau-là, j'ai renforcé ma ligne ce mois-ci. 2 actions le 21 mars à un PRU de 38,73 €. Au total, j'ai 4 actions avec un PRU de 36,7 €. J'ai loupé le coche autour des 20 €. Je ne connaissais pas la société. Je suis un peu dégoûté, mais je pense qu'elle va avoir une très bonne croissance et donc même à ce prix-là, je ne surpaye pas. Mais bon, à 20 €, c'était du pain béni. Au niveau du dividende, on a une bonne croissance du dividende grâce à une bonne croissance des résultats. Donc, dividende au titre de l'exercice 2022, on aura 1,4 € en augmentation de 33% contre 1,5 € en 2021. Et donc, pour les fanatiques de dividendes, Verallia, c'est une très belle société. Pourquoi j'achète du Verallia? Parce qu'on a une résilience des marges malgré l'inflation. On a un EBITDA qui augmente, qui est de l'ordre de 26,7%, contrairement à ses concurrents Vidrala, Owens-Illinois, Zignago, Vetropac. On a une excellente croissance du chiffre d'affaires, 8,5% par an depuis 4 ans. On a une profitabilité qui augmente plus rapidement que le chiffre d'affaires, 12,3% par an sur 4 ans. La stratégie de couverture en énergie, elle consiste à couvrir sur 3 ans 85% de la consommation future estimée en fin d'année N pour avoir 100% couvert relatif à l'année N+1. Là, on a vraiment un avantage concurrentiel et Verallia qui fait des très bonnes marges parce que tous les concurrents ne sont pas couverts au niveau des coûts de l'énergie. Verallia est couverte et donc elle peut augmenter ses prix et gérer l'augmentation des coûts de l'énergie, contrairement à ses concurrents, et elle gagne des parts de marché. Et ça, c'est très positif. On est sur un secteur défensif peu cyclique, c'est de la consommation de base également, et on est en croissance. Le verre est plus écologique que le plastique. Et en plus de ça, on a des productions à flux tendu, donc on ne gère pas de stock. Et ça, c'est très bon car les stocks, ça coûte de l'argent.
Si on les vend pas, faut les stocker, ça coûte de l'argent et faut attendre de les vendre, ça coûte de l'argent. Donc ici, on est comme un flux tendu, donc on aime ça et on a une premiumisation, de la société avec l'opération de croissance externe, Allied Glass qui est au Royaume-Uni sur les emballages de spiritueux, donc les bouteilles de spiritueux qui marchent très fort et ça, c'est très, très bon. Au niveau des ratios, donc là, ils sont pas mis à jour au jour le jour, mais c'était en début de mois. Donc au niveau du price earning, on a une décote de 18 donc côté value, on décote à 18 et au niveau du cours sur cash flow, on décote à 22 donc très positif. Du côté value, on a une belle décote et du côté, quality, on a un ROCE de 17,7 donc qui est plus élevé, de 146 par rapport au CAC Mid and Small. On a une croissance du chiffre d'affaires de 163 de 25,3 et ce qui fait une différence de plus 163 et ça, c'est le côté quality et on remplit les 2 cases. Donc la société est value et quality et donc c'est une très belle société selon moi. Elle rentre dans mes critères d'investissement. Ensuite, on passe tout de suite au prochain achat. J'ai racheté encore du Technip Energies comme le mois dernier. C'est une société, d'ingénierie, qui est spécialisée dans l'exécution, de projets, offshore pour les sociétés industrielles, énergétiques, donc les Total, les Exxon et cetera et donc on emploie ici c'est de l'ingénieur, c'est des ingénieurs. On fait en gros, qu'est-ce qu'on fait en gros de l'architecture de projet et on mène à bien ces projets, on gère les projets et cetera et cetera. Au niveau de Technip, on est sur une mid cap, 3,4 milliards de capi. On est sur un secteur, de l'énergie, donc défensif et intéressant actuellement et pays de domiciliation de la société, donc il faut faire gaffe aux dividendes. On est imposé à 15 à la source. C'est aux Pays-Bas. Donc voilà, on est sur une société qui a un modèle de cycle long, donc au niveau des livraisons de projets et on a des cycles courts, donc au niveau du segment, technologie, produits et services. Donc on a une société qui est, complémentaire dans son modèle de vente et de business et j'aime ça et le segment, cycle court, il marche plus et donc j'aime bien ça. Donc on a une, performance robuste en 2022. On a un revenu qui baisse à cause de la sortie, d'articles LNG2, c'était en Russie, pardon, je perds mes mots. On a une marge EBIT qui est quand même en augmentation. On a un, on a un bénéfice par action en augmentation également et on a une petite baisse, des commandes, ajustées de l'année. Au niveau du carnet de commandes, on est quand même à 12,8 milliards d'euros, donc 2 années de carnet de commandes, c'est assez énorme. Donc on est quand même, sécure de ce côté-là et au niveau du net cash, donc on a quand même une trésorerie de 3,1 milliards d'euros. Sachant qu'on a une capi de 3,4, on est vraiment safe au niveau, du cash. Pourquoi j'achète, Technip? Parce qu'on est sur un leader en gaz naturel liquéfié, 20 des parts de marché en hydrogène, sur tous les marchés du renouvelable. Le GNL est très demandé en ce moment, notamment, à cause du manque de pétrole, à cause de la Russie, parce qu'on n'achète plus de pétrole en Russie. C'était notamment le cas en hiver, pour le chauffage. On se fournissait beaucoup en gaz naturel liquéfié. Ensuite, on a un énorme marché, de 100 milliards d'euros par an, donc c'est vraiment énorme, pour l'énergie verte, le GNL, l'hydrogène, la décarbonation des puits et cetera. Au niveau du ROCE, retour sur les capitaux employés, on est à 17,5, ce qui est un niveau excellent. Au niveau de la trésorerie nette, on a 3,1 milliards d'euros. On a un carnet de commandes, qui est de 12,8 milliards d'euros, donc énorme, 2 ans d'exercice et on a une montée en puissance du segment, technologie, produits et services qui marche mieux que l'autre secteur qui est, la livraison de projets.
Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renforcé ma ligne, j'ai acheté une action en mars, j'ai obligé de corriger, à un PRU de 19,34. Au total, j'ai 7 actions avec un PRU de 15,63. Donc j'avais acheté au bon moment là. Comme vous voyez au T3 2022, j'étais autour de 10 €, hein. J'aurais dû en acheter plus, mais après j'ai gonflé ma position et je suis largement en plus-value actuellement. C'est une très belle société, selon moi, le management est de qualité. Au niveau du dividende, croissance, parce que la société, on n'a pas beaucoup de retours dessus. Elle vient de la scission de Technip, FMC, qui est cotée aux États-Unis. Mais bon, je me fais pas de soucis au niveau du dividende. Au niveau, des ratios, au niveau du segment quality, PER et cours sur cash flow, au niveau du price earning, on est sous-évalué, on a une décote de 28 par rapport à l'indice de référence. Au niveau du cours sur cash flow, je vous ai pris le cash flow opérationnel, même si je pense que les prochaines fois, je vais tout vous prendre au niveau, du cours sur autofinancement comme fait Indépendance AM. Et là, on a une grosse différence parce qu'on a eu, une sortie de cash, parce que c'est au niveau saisonnalité, du business et donc ici, au niveau cours sur cash flow, on est surévalué de 127 par rapport à l'indice de référence. Mais bon, on a quand même encore 3,1 milliards d'euros en cash dans la trésorerie. Au niveau ROCE, au niveau donc là, on était au niveau value, donc au niveau cours sur cash flow, on est un peu surévalué dû à la saisonnalité du business. Au niveau quality ROCE, on est, on a une différence de plus 143 donc un très bon ROCE, on adore ça. Donc la société investit, efficacement. Au niveau du chiffre d'affaires, on a une baisse du chiffre d'affaires de -4,5 à cause du retrait de la Russie. Donc là, c'est, à court terme, ça impacte fortement le business, mais il s'est maintenu puisqu'on a eu -4,5 du chiffre d'affaires alors que la société faisait 20 du chiffre d'affaires en Russie. Donc franchement, elle a très bien géré cette année 2022. Donc voilà tout pour Technip Energies. On se retrouve pour la prochaine société. Là, j'ai racheté du Pujula Group, éligible au PEA-PME. Qu'est-ce que Pujula? C'est, le leader européen, sur les marchés des conduits de la cheminée industrielle et numéro 1 en France sur le marché du bois énergie. Pujula, elle a très fortement corrigé. Elle est actuellement à 23 € l'action, avec une CAPI, de 187 millions d'euros sur le secteur industriel et elle est domiciliée en France. Donc comme on l'a dit, 65 de l'activité, c'est les conduits de cheminée et 35 c'est le bois énergie. Donc numéro 1 en Europe sur les conduits de cheminée industriels ou pour les particuliers et numéro 1 en France au niveau du bois énergie. Pourquoi j'achète du Pujula? Parce qu'on a une croissance exceptionnelle de 35 sur les 9 premiers mois, même, de 40 sur le 3e trimestre qui se passe de octobre à décembre 2022. Donc voilà, on a un très, très gros, chiffre d'affaires, une augmentation du chiffre d'affaires et on a également une très, très belle augmentation des marges. La société n'a jamais autant margé. Voilà, on dit que sur 20 ans, on était en 2002 à 62 millions d'euros et on prévoit en 2023 400 millions d'euros du chiffre d'affaires de chiffre d'affaires selon le management. Donc une très, 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 très belle croissance et j'aime bien aussi la société parce qu'elle est détenue familialement par, la famille Coirier à hauteur de 70 du capital. Donc les gens sont la famille Coirier est skin in the game, elle ne va pas faire n'importe quoi avec, la société et donc elle est alignée avec, les petits porteurs tels que nous, tels que vous et moi et donc on aime ça. Pourquoi j'achète du Pujula? Parce que, comme je vous l'ai dit, on a un alignement d'intérêts avec les petits porteurs, détention familiale du capital à hauteur de 70. Donc la société est skin in the game, elle va pas faire n'importe quoi au risque hem, de faire, descendre le prix de l'action, parce qu'elle en détient 70 en fait, tout simplement. On a une position de leader, comme je vous l'ai dit, sur la vente de bois énergie en France, numéro 1 en Europe sur les conduits de cheminée B2C, donc business to consumer, pardon. Donc pour les particuliers et les cheminées industriels, business to business, c'est-à-dire
de société privée à société privée. On a un ROCE à 16,5 plus une sous-évaluation avec un PER de 8,7. On a également une montée en puissance du bois énergie face aux énergies fossiles pour le chauffage, notamment cet hiver, on l'a très bien vu. Donc j'ai renforcé ma ligne, j'ai acheté une action en mars à un PRU de 27,94. Au total, j'ai 9 actions avec un PRU de 26,67. Je vais sûrement racheter parce qu'elle a très, très fortement baissé, malgré les qualités intrinsèques de la société. Au niveau du dividende, on a un rendement de 0,67 on a une croissance du dividende sur 5 ans de 18 par an. Donc on avait des dividendes un peu en dents de scie, mais je pense que là, on est quand même sur, une pente ascendante et une demande, qui va être très forte pour, les solutions proposées par Pujula. Au niveau, des ratios par rapport à l'indice de référence du côté value, donc au niveau du price earning, on a une décote de 48 et au niveau du cours sur autofinancement, là j'ai pris l'autofinancement, on a 39 de décote. Donc on est bien value et on est bien quality également parce que le ROCE est, on a une différence de plus 129 donc 2 fois plus élevé que le CAC Mid and Small au niveau, du ROCE et on a une croissance du chiffre d'affaires sur 9 mois 2022 de plus 264 par rapport à l'indice de référence. On a 35 de croissance du chiffre d'affaires. Donc on est très quality et value et small caps. Donc ça remplit mes critères, j'achète. Au niveau, de l'autre achat maintenant, ce que j'ai acheté ce mois de mars, j'ai acheté du Obey. C'est une entreprise française, des services du numérique, donc une ESN. Elle a été fondée par Christian Aubert en 98, qui est à l'heure, elle est présente à l'heure actuelle, seulement sur le territoire européen, donc pan-européenne. Philippe Rabas est présent, au niveau du directoire, donc il est directeur général depuis 2004, donc ça va bientôt faire 20 ans. Aubert réalise un chiffre d'affaires de 513 millions d'euros, dont 263 millions d'euros en France, et elle a eu une croissance organique en 2022 de 9,1%. Donc ici, on sera plutôt sur une société quality. Au niveau des ESN, on est plus sur la qualité que de la value, parce que ces sociétés se payent assez cher. Voilà, donc OB, on est sur une CAPI de 623 millions d'euros. On est sur le secteur technologique et on est sur les ESN, information technologie et services. C'est une société française, comme on l'a dit, et on voit ici qu'on a une stratégie de développement patrimonial et durable. En 2001, on faisait 62 millions d'euros de chiffre d'affaires et là, on a presque fait un petit x10 en 2022 par acquisition organique et inorganique. Donc croissance organique, augmentation, des facturations, gain, de part de marché, optimisation, du taux d'activité des employés et cetera et croissance externe, acquisition, de concurrents pour les intégrer au groupe. Donc là, comme vous voyez, acquisition en 2005, 2006, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019. On dit que dans le contexte de marché porteur actuel, l'accent est mis sur la croissance organique, le renforcement des positions chez les clients actuels et le gain de nouveaux référencements, pour disposer de vecteurs de développement. Bien sûr, le succès de cette stratégie sera dépendant de la capacité du groupe à augmenter significativement ses effectifs. On a une forte demande de la part des clients et donc pour y répondre, on augmente nos effectifs. Ici, on n'a pas besoin de stock ni rien, on a besoin d'employés, d'ingénieurs qui travaillent chez les clients. Donc là, on voit, une stratégie de développement patrimonial et durable encore une fois. On voit que depuis 2016, on a une très, très belle croissance du chiffre d'affaires. Au niveau des effectifs, ils ont également cru, énormément, passé de 4 890 à 7 819, employés et au niveau du résultat opérationnel, on a une très, très forte augmentation, presque un x2 et au niveau du résultat net, on a une très bonne augmentation de 21 millions d'euros à 35,6 millions d'euros. Donc là, on est sur un business pérenne, qui marche bien, qui est bien géré et c'est ce qu'on adore. Donc on a une présence dans 7 pays européens: Royaume-Uni, Belgique, Portugal, France, Luxembourg, Espagne, Italie. Donc on est une société, sur une société pana-européenne, donc qui exerce seulement en Europe. Ça ne me dérange pas, elle est bien gérée, elle est de qualité. Au niveau, du chiffre d'affaires,
On a 51,3% en France et 48,7% donc dans les autres pays européens, donc Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Portugal, Espagne, Italie. Donc on a quand même une belle diversification. Au niveau des résultats 2022, on a eu un chiffre d'affaires de 513,5 millions d'euros en croissance de 9,1%. On a eu 52,3% de résultats OP, 35,6 millions d'euros de résultats nets. Et au niveau des secteurs, on est très exposé à la banque et la finance. Vous savez que j'aime pas mettre ça dans mon portefeuille. J'aime pas ce secteur dans mon portefeuille, mais j'aime bien les sociétés qui font du chiffre d'affaires avec ces sociétés-là. Au niveau de l'assurance, j'aime pas non plus ces sociétés, j'en ai aucune en portefeuille. Donc 21% du chiffre d'affaires en assurance, 38 en banque et finance, 15% en télécom, médias et jeux. J'aime pas beaucoup ce secteur non plus, donc c'est intéressant de l'avoir dans le portefeuille. 13% en énergie, utilities, santé, également intéressant. Secteur public 6%, industrie, transport 5% et retail, e-commerce, luxe 2%. Donc on est quand même très exposé à la banque, finance, assurance, mais ça ne me dérange pas. Le management est plutôt confiant pour l'année en cours parce qu'on a des très bons clients. Donc comme on va le voir, au niveau des clients, les 15 premiers, donc le top 15 clients, ils représentent 56% du chiffre d'affaires. On a Société Générale, Banque de France, Vodafone, TIM, Accenture, Santander, BPCE, Intensa, Renault-Nissan. On a l'Union européenne. On a Wintray, AXA, Allianz, Crédit Agricole, BNP. Donc voilà, c'est toutes des sociétés que je ne mettrai pas en portefeuille. C'est toutes des sociétés de rendement, des banques qui n'ont pas vraiment d'avantages compétitifs. Et donc, j'aime pas du tout ce secteur-là. C'est très difficile à analyser. Et du coup, je préfère des sociétés qui font du chiffre d'affaires avec ces secteurs. Ça me permet une diversification indirecte. Au niveau des tendances de marché 2023, on me dit qu'on a des belles perspectives de croissance. De belles perspectives qui se poursuivent pour les budgets IT. En France, 55% des directeurs DSI, j'ai regardé ça l'autre fois, des directeurs des services informatiques qui prévoient une hausse de leur budget en 2023. Donc 55%, c'est assez énorme. En plus, on a des grandes sociétés qui font de très bons résultats et donc elles peuvent investir dans l'IT et se développer comme ça. On a 5 principaux leviers de croissance pour continuer à booster, le numérique français, la transformation digitale, le cloud, le CNSI, je sais plus ce que c'est ça, le big data, l'IoT et la sécurité. Ce que j'aime aussi, c'est qu'au niveau, de la détention du capital, on a 45,3% détenus par les managers, un actionnariat stable. Les membres de la direction sont les membres fondateurs du groupe, toujours en activité. Donc voilà, la société, on peut avoir une OPA dessus. Les actionnaires sont stables et ils ne vont pas faire n'importe quoi avec la société parce qu'ils sont skin in the game, comme je vous l'ai déjà dit avant. Donc la société combine croissance organique et croissance externe soutenue. Donc au niveau de la croissance organique, on a eu plus 7% sur les 8 dernières années, énorme, en ligne droite. On a une marge opérationnelle supérieure à 10% parmi les meilleures françaises. On a un début d'exercice 2023 parmi les 3 meilleurs de ces 10 dernières années selon le management. On a une croissance organique entre 5 et 7% prévue pour 2023. On a un ROCE à 20,56% et on a un marché en croissance structurelle, la digitalisation. Voilà pourquoi j'achète. J'aime bien ce secteur. Au niveau de OB, j'ai renforcé ma ligne. J'ai acheté une action en mars à 48,39. Au total, j'ai 2 actions avec un PRU de 50,17 €. Vous voyez que j'avais acheté un peu plus de 50 € durant le T2 2022. C'est le petit triangle vert. Et là, j'en ai racheté au T1 2023 à 48,39. Au niveau du dividende, on a une très très belle augmentation du dividende depuis 2012. On a un rendement de 3%. Et une croissance sur 5 ans du dividende de 22% par an. Donc ce qui est assez excellent pour les gens qui cherchent le dividende, même si moi, c'est un petit plus. Je préfère lire les rapports financiers, que la société fasse des gros résultats financiers et distribue peu de dividendes. Mais si elle distribue des dividendes, ça me convient également. Au niveau des ratios, vous allez voir qu'on est très, très peu value parce que les sociétés comme ça, elles se payent cher. C'est des sociétés de grande qualité. Au niveau du PER, on est
on a une surévaluation par rapport au marché de 5%, 5,5%, et au niveau du cours sur cash flow, on est à plus 79%. Je vous ai pris sur le flux de trésorerie opérationnel. Donc là, on a plus 79%. Ça me dérange pas plus que ça. C'est pas non plus énorme, même si c'est assez élevé. Par contre, au niveau quality, on a un ROCE excellent de 185 millions d'euros. La société elle a une grosse trésorerie également pour faire des acquisitions pour la croissance externe. Et au niveau croissance, on a quand même un peu moins cru que l'indice de référence. On a une différence de moins 5,2%. Donc c'est une société de qualité. Selon moi, elle mérite mon portefeuille et du coup, c'est pour ça que j'aime bien Obey. Ensuite, prochaine société que j'ai achetée, c'est du Trigano. J'adore cette société, je vous en ai parlé, je vous ai fait des vidéos. D'ailleurs, Obey, je vous ai fait des vidéos également dessus sur le secteur des ESN. Au niveau de Trigano, c'est une société qui fait des véhicules de loisirs. Donc, c'est le secteur de la consommation cyclique. On a une CAPI de 2,3 milliards d'euros. Donc là, j'aime bien, je vous ai mis un peu l'histoire de la marque parce que l'homme clé, ça a été François Feuillet dans la prise en main de Trigano. Donc, lancement de la marque Trigano en 1935. François Feuillet, il rejoint le groupe en 1981. Et à partir de là, on sait que François Feuillet, sa volonté a été de faire grossir la société, de devenir le leader européen, parce que les camping-cars, les véhicules de loisirs, ça se caractérise par un achat de châssis auprès de constructeurs comme Stellantis, par exemple, Fiat. Euh, Ça représente 40% du coût de construction d'un véhicule de loisir. Et donc, plus on fait de volume, plus on peut négocier auprès des constructeurs de châssis. Et quand la période est en croissance, on vend beaucoup de véhicules, donc on a des prix très intéressants au niveau des châssis. Et quand la société, quand l'environnement est non, comment je peux dire ça? Quand l'environnement est non favorable, on rachète les petits concurrents et on fait grossir la société. Donc là, François Feuillet, 81, il rejoint Trigano. Fabrication de camping-cars sous la marque Chausson en 84. Donc Chausson, vous devez en voir pas mal de camping-cars si vous êtes français. Ensuite, on a lancement de la marque Challenger également en 85. Création d'Euro Accessoires. Ensuite, privatisation de Trigano en 87. Acquisition d'Amca Noval. Donc on est au niveau de remorques et d'équipements de jardin, matériel de camping. Ensuite, on a prise de contrôle de camping-car Chausson en 93. Ensuite, en 98, prise de contrôle d'Autostar, introduction en bourse. Donc là, c'est très important, cette période-là. Ensuite, on a acquis Caravane International et Autotrail en 99. Ensuite, après, on n'a fait que des acquisitions depuis là. Pardon. Euramobile. Qu'est-ce qu'on a? Benimar. On a Notin, Leader, Gopen, Si. La dernière acquisition vraiment structurante du groupe, ça a été Adria. Et voilà, actuellement, la société, elle ne peut plus acquérir de concurrents parce que la réglementation européenne met des règles antitrust, donc anti, anti, anti-concurrence, quoi, pour que les sociétés ne deviennent pas trop grosses. Et donc, stratégie de développement de Trigano, je vous ai mis ici, grossir pour devenir un leader européen. Et c'est ce qu'elle a fait. L'homme clé, François Feuillet, a très très bien géré la société. Donc là, je vous ai mis un peu le portefeuille de marques de Trigano parce qu'elle possède 26 marques qui sont distribuées par l'intermédiaire d'un réseau de 1300 distributeurs de qualité. Et actuellement, Trigano achète des distributeurs parce qu'elle ne peut plus rien acheter d'autre, comme je vous l'ai dit. Et donc, elle est verticalement intégrée sur tout le segment. On a les camping-cars, les caravanes, les résidences mobiles. On a également les accessoires et services. On a la distribution de véhicules au niveau du réseau Libertium. Récemment, d'ailleurs, Trigano a fait a prévu 2 acquisitions comment ça s'appelle, de distributeurs qui vont faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Donc, ça fait 40 millions d'euros. Donc, franchement, c'est quand même très sympathique.
et au niveau des remorques et au niveau des matériels de camping, équipements de jardin, voilà. Donc, je vous ai dit combien de marques? 26 marques ici de Trigano possède 26 marques, donc vous avez vraiment un portefeuille de marques à ce niveau-là. Au niveau du marché sous-jacent, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du marché sous-jacent, on a un marché qui se développe et qui est très dynamique. Là, vous allez sur Knostabert et on vous dit que les, les immatriculations de véhicules de loisirs vont augmenter entre 2022 et 2025 de 7% par an, que ce soit les caravanes ou les camping-cars. Et au niveau allemand, qui va tirer le marché, on sera sur une augmentation de 14% par an. Donc, ce qui est assez énorme. Et sachant que Trigano possède toutes les 30% des parts de marché, on va pouvoir capter cette croissance. Et la situation actuelle n'est pas dérangeante contrairement aux États-Unis si vous allez voir ma vidéo sur Trigano, car les Européens ont 15% en moyenne de capacité d'épargne. Donc je vous ai mis ici taux d'épargne, là c'est en brut, hein. Donc au niveau de l'Union européenne, en 2021, on est à 17%. En France, on est à 18%. Et au niveau de l'Allemagne, on est à 23% de taux d'épargne. Donc contrairement aux États-Unis, où Thor Industries va être beaucoup impacté parce que les Américains achètent tout ce genre de véhicules à crédit et ont un taux d'épargne de 5%. Ici, on ne va pas être beaucoup impacté. Les carnets de commandes sont pleins et les Européens ont beaucoup d'épargne en général et ont un gros taux d'épargne également. Au niveau du chiffre d'affaires, Trigano, elle est divisée à 92,3% en véhicules de loisirs et à 7,7% en équipements de loisirs. Donc 71%, c'est les camping-cars au niveau de l'activité. 7,8%, c'est les caravanes. 3,4% les résidences mobiles. 8,3%, c'est les accessoires. Autres véhicules de loisirs, 1,5%. Les remorques, 6%, etc., etc. Donc, au niveau du principal marché de Trigano, c'est la France avec 31% du chiffre d'affaires qui est fait en France, 24,5% en Allemagne et 10,2% au Royaume-Uni. Depuis 2012, le chiffre d'affaires a été multiplié par 4,25 en 10 ans. Vous vous rendez compte? 4,25 en 10 ans le chiffre d'affaires. On était à 740 millions, on est à 3 milliards 177 millions. C'est énorme. La société est vraiment très très bien gérée. François Feuillet nous fait des folies. Au niveau des marges, on reste à 10,8% de marge de résultat opérationnel courant, ce qui est un niveau très élevé actuellement et signe que la société est bien gérée. On serait hors purchase price allocation, donc hors PPA, on serait à 11,1% en 2022. Mais c'est-à-dire que là, on prend en compte l'acquisition de minoritaires dans le compte consolidé. Et donc, ça baisse un peu la marge, mais on a une très très belle marge. Voilà. Au niveau du bilan, on a un bilan très très solide. On a, qu'est-ce que je peux voir ici? On a des immobilisations. Donc, au niveau des usines, on a 500 millions d'euros de patrimoine au niveau des usines. Au niveau de la trésorerie, on a 447 millions d'euros de trésorerie. Et au niveau trésorerie nette de dette, on a 125 millions d'euros. Donc, on a une très très belle trésorerie qui est redistribuée sous forme de dividendes et sous forme d'achat également de sociétés dans la distribution. Voilà, au niveau, on a des dettes de minoritaires, c'est-à-dire des earn-out, donc de 178,9 millions d'euros. Ça, c'est en lien avec les acquisitions. Au niveau des dettes de location IFRS 16, on est à 71 millions d'euros. Et au niveau de la dette pure, on est à 72 millions d'euros. Donc voilà, trésorerie endettement net, 125 millions d'euros. On a toujours un trésor de guerre pour Trigano. Au niveau des investissements, on est sur un niveau très élevé pour améliorer les usines, la productivité, réduire l'impact de l'énergie, etc. Donc voilà, on est à 78,2 millions d'euros en 2022, dont 13,7 en IFRS 16. Au niveau des perspectives, on a une perspective de développement bien orientée, on a une bonne fréquentation des salons du véhicule de loisirs en Allemagne, Italie, France et Grande-Bretagne.
On a une évolution de la démographie favorable avec une croissance des jeunes seniors actifs. On a une extension de la base de la clientèle des segments, du segment des vannes, des fondamentaux d'écologie, d'économie et de liberté inchangés. Poursuite des plans d'investissement pour préparer le futur, pour rendre l'entreprise plus compétitive, pour adresser l'ensemble des marchés des véhicules de loisirs. Maintien d'une marge de qualité. On a une saturation des capacités de production en raison du niveau de commande actuellement. On a une bonne visibilité au niveau du niveau d'activité future grâce à un stock des distributeurs très faibles. Flexibilité dans un contexte d'approvisionnement persistant, augmentation progressive de la production à partir des prochaines semaines. Et bien sûr, on a de la croissance externe, bonne intégration en cours de l'activité distribution, poursuite de la stratégie de développement horizontal et vertical. Très intéressant. Donc pourquoi j'achète? Trigano, on a un leader européen des véhicules de loisirs. Il a plus de 30% des parts de marché. Il est verticalement intégré avec plus de 25 marques. On a une possibilité d'OPA parce que François Feuillat a 73 ans. Ses 2 filles ne reprendront pas. Et on a un nouveau dirigeant opérationnel, Gigou. Donc j'ai vérifié ses santé, je me suis trompé ici. Et donc, on a une possibilité d'OPA sur la valeur qui peut être intéressante. Au niveau de la marge opérationnelle, on est à 18, une des meilleures européennes, voire la meilleure européenne, comparée à Immer, qui est le segment du Thor Industries, Knos Tabert, qui a également une très faible marge. Au niveau des points positifs, on a un carnet de commandes plein, une très bonne visibilité. On est sous-valorisé parce qu'on a une entreprise value sur EBIT de 6,5 contre 12 ces 20 dernières années. On a un ROCE de 24%, donc on a des investissements très, très rentables. Le marché est en croissance structurelle, tourisme, liberté, vieillissement de la population. Donc voilà. Mais plus, pourquoi j'achète? Donc là, j'ai acheté une action en mars à 112,46 et j'ai au total 2 actions avec un PRU de 109,36. Donc là, j'ai fait de très belles acquisitions, même si j'aurais bien aimé en acheter en dessous de 80 euros. Là, je suis quand même bien dans le vert avec ces acquisitions. Au niveau du dividende, depuis 2014, la situation financière est bonne et on a une croissance constante du dividende par action. On a un rendement de 2,86% et elle va être très intéressante pour les chercheurs de dividendes parce que la société va plus pouvoir se développer comme auparavant et donc elle va redistribuer beaucoup de cash à ses actionnaires. Et donc, c'est très intéressant pour ceux qui cherchent du dividende. Au niveau du price earning, au niveau du côté value, price earning, cours sur cash flow, on a une décote respectivement de 49% et de 33%, donc on est value. Donc là, je vous ai bien mis le cours sur autofinancement. Et au niveau du ROCE, on est très très élevé, donc 24%, donc plus 233% par rapport à l'indice de référence. Et au niveau du chiffre d'affaires 2022, on a une moins bonne croissance que l'indice de référence, car on a eu des difficultés d'approvisionnement en châssis, en base roulante, et donc ça a impacté négativement le business, moins 13,54%. Mais ce n'est pas très grave, la société reste d'une grande qualité. Prochain achat, c'est du Fountaine Pajot, éligible au PEA-PME. Trigano aussi éligible au PEA-PME, je ne vous l'ai pas mis. Et on est également sur des véhicules de loisirs, mais cette fois-ci, on est sur des catamarans. Trigano, c'est le deuxième producteur mondial de catamarans derrière Beneteau, avec sa marque Lagoon, et devant Katana tout simplement. Fountaine Pajot, c'est une société qui a été fondée en 1976, qui est familiale. Et elle capitalise 182,5 millions d'euros. Elle est sur le segment de la consommation cyclique. Elle est cotée en France. Et on voit ici que on a eu en 2022 un très bon chiffre d'affaires en augmentation de 8,7%, un résultat d'exploitation en augmentation de 10,4%, un résultat net en augmentation de 45%. Et ce qui est très bon pour le groupe, on est sur une belle société de qualité. Pourquoi j'achète du Fountaine Pajot? Parce qu'on a un marché sous-jacent en croissance. On a une prévision de croissance du marché entre 2022 et 2028 sur le catamaran de 6% par an, notamment dû à cause du tourisme, du besoin de liberté et du fait que la croisière en catamaran est décarbonée. Donc c'est quand même assez écolo de voyager en catamaran parce qu'on n'a pas besoin de moteur, on peut utiliser les voiles. À part au port, on utilise un peu de moteur, on utilise notre voile et c'est très écolo.
Et voilà, on nous dit qu'en Europe, il y a 35% des parts de marché mondiales et en Europe, en 2028, le marché vaudra plus de 1,5 milliard d'euros. Et actuellement aux États-Unis, enfin au niveau du marché nord-américain, il vaut actuellement 1,5 milliard d'euros en 2021. Donc on a une demande sous-jacente du marché et un marché sous-jacent en croissance. Pourquoi j'achète du Fountaine Pajot? Parce que le chiffre d'affaires a fait 3,5, s'est multiplié par 3,5 fois depuis 2015. C'est vraiment excellent. Voilà, vous voyez ici, je vous ai mis la petite barre noire. On était à 62 millions d'euros en 2015 de chiffre d'affaires et là, on est à 221 millions d'euros. Donc une très, très belle croissance et j'adore ça. Au niveau, de la situation financière, on est très, très bon parce qu'on a 110 millions de trésorerie. On n'a pas de dette et donc on peut souffrir si jamais, comme en 2008, même si le marché est très porteur actuellement. Pourquoi j'achète? On a une forte croissance du chiffre d'affaires, comme je viens de vous le dire, multiplié par 3,5 depuis 2015. La société est familiale. On a un ROCE de 26%. On a une trésorerie nette de 100 millions d'euros. On a un carnet de commandes compris entre 550 millions et 600 millions d'euros, visibilité jusqu'en 2025. Et on a des perspectives 2022-2023 de croissance du chiffre d'affaires entre 10 et 15%. Il faut savoir que on est quand même sur du luxe, hein. Un catamaran, le plus bas de gamme, c'est 400 millions d'euros et le plus haut de gamme, Fountaine Pajot va créer un nouveau catamaran, ça sera l'Allegria, 87 pieds, je crois, quelque chose comme ça et il sera, vendu 6 à 7 millions d'euros. Donc là, c'est vraiment du grand luxe. Donc on est quand même sur des gros achats, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur Fountaine Pajot? J'ai renforcé ma ligne. J'ai acheté une action en mars avec un PRU de 111,55 euros. Au total, j'ai 3 actions avec un PRU de 106,02 euros l'action. Donc, j'ai acheté très bas. Pareil, j'aurais bien aimé en acheter au point bas à 85 euros l'action. Mais je trouve que les cours actuels sont très bénéfiques et l'action est toujours sous-évaluée. Voilà, au niveau du dividende, on voit que la société est de qualité parce qu'en 2013, on avait 9 centimes de dividende par action et là, on a 1,85 €. On a une croissance du dividende de 16% par an et un rendement de 1,7% par an. Donc, pour les gens qui cherchent aussi du dividende, c'est intéressant. Le Fountaine Pajot, c'est intéressant. Oula, je vous ai laissé Katana là? 11,5. J'ai laissé Katana, je sais pas pourquoi. Donc, au niveau des ratios par rapport au CAC Mine Small, donc là, vous faites pas attention, c'est Fountaine Pajot. On a une décote du PER de 30% du côté value et cours sur cash flow, on a 61% de décote. Donc on est très, très value. Même si on a des acomptes pour les bateaux, on a quand même une très, très bonne génération de cash. On est très, très value. Au niveau du ROCE, on est à 26%, donc plus 261% par rapport au marché. Donc une société de très bonne qualité, facteur quality à fond. Et au niveau de la croissance, on a été impacté par la supply chain également, comme Trigano. Et donc on a une différence quand même, on fait moins bien de 9,4% par rapport au marché au niveau de la croissance 2022. Même si je suis très confiant pour la suite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du Mersen. Mersen, société française, industrielle qui fait, des équipements électriques et des équipements électriques sur des segments porteurs, comme l'énergie, les transports, l'électronique, la chimie, la pharmacie, les industries de procédés. 2 segments, spécialités électriques et des spécialités, matériaux en graphite. Ça capitalise, 792 millions d'euros. C'est rentré récemment au SBF 120 et il y a eu une augmentation de capital auquel je n'ai pas pu participer car j'avais seulement 5 actions et j'ai eu le droit à 5 DPS et il fallait 6 actions et 6 DPS pour pouvoir, avoir le droit à de nouvelles actions émises puisqu'on a une augmentation de capital de l'ordre de 100 millions d'euros et on a une sacrée décote, on est à 28 € l'action, des nouvelles actions émises. J'aurais bien aimé participer mais j'avais pas assez d'actions, c'est pas très grave. Voilà, donc au niveau des matériaux avancés, on a une plus-value au niveau de ce qu'on propose. Donc on est numéro 1 mondial sur les spécialités en graphite. On est numéro 2 mondial sur les spécialités, on est numéro 1 voire numéro 2 mondial sur les
les industries de puissance, donc transfert technologies, donc les transferts de puissance. Et on est numéro 1, voire numéro 2 mondial sur les équipements d'anti-corrosion. On a 20 à 30% des parts de marché. Au niveau du segment puissance électrique, on a au niveau des protections électriques, on est numéro 2 mondial à ce niveau-là. Et au niveau de la conversion de puissance, on est numéro 2 mondial. Et en tout, sur ce segment, on a 30% des parts de marché. Donc, on est quand même sur un mini leader de marché. On a une croissance très dynamique en 2022 avec sur tous les marchés, en particulier les semi-conducteurs, les véhicules électriques et le solaire. Donc ça, c'est vraiment excellent. Là, on a eu le T1 2023, chiffre d'affaires qui est tombé, plus 18% de chiffre d'affaires. C'est toujours très dynamique et on adore ça. Au niveau 2022, ça a été une année record pour le groupe en chiffre d'affaires, en résultats opérationnels courants et en ROCE. Donc, on a une très très bonne dynamique des carnets de commandes pleins et c'est pour ça que j'ai renforcé la société. On a des bonnes perspectives et la société a mis en place un plan 2023, une nouvelle dimension pour le groupe. Donc, elle prévoit 1,7 milliard de chiffre d'affaires en 2027, soit une croissance de ces segments énergie renouvelable, semi-conducteurs et véhicules électriques de 20% par an. Et pour les segments classiques, 3% par an. Et des marges relutives, des ROCE, des retours sur les capitaux employés relutifs. C'est pour ça que j'aime bien la société, elle voit à long terme. Pourquoi j'achète? Parce qu'on a une forte croissance du chiffre d'affaires en 2022, plus 15,2% de croissance du chiffre d'affaires en organique. Et on a eu un effet prix de 5% et on a été tiré par les effets volume qui sont intéressants. On a un carnet de commandes très bien orienté. J'aime bien la société car c'est un fournisseur de pelle aux chercheurs d'or sur les marchés des véhicules électriques, du solaire, de l'éolien et des semi-conducteurs, segment sur lequel j'investis pas trop. On a un ROCE quand même assez intéressant de 12,5%. Donc, les capitaux employés sont bien employés. Et là, on a quand même un bon price maker parce qu'on a une compensation de l'inflation des matières premières et de l'énergie, plus de l'inflation salariale, par des gains de productivité et augmentation des prix. Ça veut dire que la société arrive à maintenir ses marges malgré une augmentation des salaires et des prix de l'énergie et des matières premières. Au niveau des perspectives 2023-2024, on a une croissance du chiffre d'affaires compris entre 5 et 10%. C'est pour ça que j'achète. La société est très bien orientée. Pourquoi j'ai renforcé ma ligne? Parce que suite aux résultats 2022, on a eu une chute exceptionnelle du cours. Donc j'ai acheté 2 actions en mars à un PRU de 41,25 € l'action. Au total, j'ai 5 actions avec un PRU de 38,71 € l'action. J'en avais acheté au T2 2022 en dessous de 32 € l'action. J'en avais racheté au T4 2022 à 36. Et là j'essaye de me consolider la position parce que je trouve que c'est une belle société. Au niveau du dividende, là, on va avoir une augmentation du dividende de 25% cette année, avec un payout de 33%, en ligne avec la politique de distribution du groupe de 30 à 40% du résultat net. Donc ça nous fait un rendement de 2,43% par an et une augmentation du dividende de 15% par an. Là, j'adore cet aspect-là, mais il faut rappeler que la distribution suit les résultats et donc il faut vérifier les résultats avant le dividende pour investir dans les dividendes. Au niveau des ratios par rapport au CAC Mid and Small, donc la société, elle a un price earning du côté value et un cours sur cash flow qui décote respectivement de 27% et de 9,4%. Donc on a une société value. Au niveau, donc là je vous ai pris le cours sur autofinancement bien sûr, parce que la société fait des gros investissements et donc n'a pas beaucoup de cash. Au niveau du ROCE, on est sur une société de qualité parce qu'on a un ROCE qui est plus élevé de 73% par rapport au marché et on a une croissance du chiffre d'affaires en 2022 qui est de l'ordre de 20,8%, donc une différence de plus 116,6%. Donc la société est d'une grande qualité. Voilà, c'était tout pour mes achats du mois. Là, on se retrouve pour les contributions de performance. Donc là, vous voyez que Technip, les contributions à ma performance durant le mois de mars, donc Ordina avec l'OPA, ça nous a fait du plus 48,71%. Ensuite, on a eu du Technip, plus 8%. Groupe Guillain, 5,78%. Clasquin, 4,48%. Veralia, 3,47%. Reworld, 1,81%. Trigano, 0,02%. Scanfil, 0%.
Et voilà, vous voyez principalement les contributeurs. Vous voyez que j'ai beaucoup de positions en négatif durant ce mois, alors que j'essaye d'acheter des sociétés de qualité. Et voilà, donc Pujula, vous voyez que durant ce mois de mars, elle a baissé de 14%, ALD de 13,46%, notamment parce qu'elle est assimilée à une société bancaire. Fountain de 10%, on ne sait pas trop pourquoi. Verbio, Silly, voilà. Donc j'ai des grosses baisses sur mon portefeuille d'actions individuelles, mais je conserve ma vision long terme. J'achète des business rentables et je ne m'inquiète pas pour la suite. Au niveau de ma performance stock picking vs mes indices de référence, donc on voit que mon PEA en janvier, il a une performance de 4,5%, le CAC Mid and Small 7,1%, le CAC 9,5%. Voilà, février, vous pouvez regarder ici. Et au niveau du mois de mars, mon PEA est dans le négatif, moins 3,1%. Je fais mieux que le CAC Mid and Small qui est de moins 3,4%, mais moins bien que le CAC 40 qui est tiré depuis le début de l'année par son luxe. J'ai mon portefeuille qui fait seulement 2,6% depuis le début de l'année contre le CAC Mid and Small qui fait 6,4% et le CAC 40 qui fait 13,3% tiré par le luxe. C'est abusé, ça fait que de monter, je trouve ça fou. Mais je n'ai pas de valeur luxueuse dans mon portefeuille à part peut-être les Katana et Fountain Pajot. Et donc, je me fais surperformer largement, mais je garde ma vision long terme. On verra ça avec la fin de l'année. On verra une petite comparaison. Au niveau de mon portefeuille d'actions, vous voyez que je suis surpondéré sur la consommation cyclique, notamment les véhicules de loisirs. Donc, Fountain Pajot et Katana, ça fait 20% de mon portefeuille. Donc, j'aimerais bien réduire un peu ce secteur-là. J'ai également du Trigano qui est élevé, Steph 8,91%, S2I 6,75%, Pujula presque 6%, Veralia 5,27%, Mersenne 5,12%, Technip 4,50%, Verbio 4,28%, Moulinvest 3,81, Delta plus 3,72, Séché 2,86, Obey 2,61, Click Digital 2,41, ALD 2,12. Voilà, je vous passe mes principales choses, mais ce que j'aimerais faire durant les prochains mois, c'est réduire la part de la consommation discrétionnaire. Vous voyez que ça représente 36% de mon portefeuille. Là, je vais sur Morning pour avoir ce genre d'informations. Je renseigne mon portefeuille. Et l'industrie, 28%. Donc là, je suis très surexposé sur deux secteurs. Je compte renforcer principalement mon secteur technologique et mes matériaux et la communication aussi. Et peut-être, pourquoi pas l'énergie avec Technip Énergie, si il y a des opportunités qui se présentent durant ces prochains mois. Au niveau des pays, je suis à 88% en France sur mon PEA. En stock picking, j'ai 8% en Allemagne, 2% en Finlande et 2% en Espagne. Pour ceux qui aiment ça, au niveau de mon portefeuille, j'ai 2,66% de rendement total des dividendes. Donc j'ai quand même un rendement assez intéressant, même si ce n'est pas mon but. Et j'ai une croissance des dividendes de 10% par an parce que j'achète des sociétés de qualité. Vous verrez que ceux qui achètent purement des sociétés pour le dividende, ils n'auront pas une croissance pareille du dividende parce que ces sociétés sont moins qualitatives, elles sont plus value. Et donc voilà, mon portefeuille stock picking, il fait 3 583 euros. Et donc, je suis en plus-value de 1% à 23 euros. Voilà. Au niveau de ma watchlist, j'aimerais renforcer, comme je vous l'ai dit, la technologie. Donc, je vais renforcer S2I, OB et je vais regarder les résultats de Silly s'ils sont bons. Silly Solutions, société finlandaise, ESN finlandaise. Small Caps également. Je vais essayer de renforcer ça si les résultats sont bons. Au niveau du secteur des communications, j'aimerais renforcer Décuple, Publicis, si c'est une société du CAC, plutôt une big cap. Si elle corrige un petit peu, j'essaierai de la renforcer. Et pourquoi pas du Click Digital. Au niveau des services financiers, j'aimerais bien me diversifier. Je trouve que Amundi et Viel sont des belles opportunités à l'heure actuelle. Donc, je vais voir prochainement pour rentrer ces sociétés dans mon portefeuille. Au niveau de l'industrie intérim, là, c'est de l'emballage, c'est Groupe Guillain. J'adore cette société familiale. J'aimerais bien me renforcer avant les résultats annuels qui vont arriver fin du mois d'avril. Là. Pujula, parce qu'on a une grosse baisse actuellement. Ipsos, elle a bien baissé, selon moi, une société de qualité, même si je ne comprends pas pourquoi elle est dans le secteur. Je comprends pas pourquoi elle est dans le secteur industriel, parce que
Elle fait des recherches dans le domaine de la publicité, médias, technologies, et cetera. Donc elle fait des sondages, des recherches en B2B pour les sociétés qui lui demandent. Et donc je ne sais pas trop pourquoi elle est dans le secteur-là. Crit et Synergie, on a de très, très bons carnets de commandes et une très belle visibilité, notamment Crit qui est, sur l'aérien qui est une très forte reprise. Les sociétés sont sous-évaluées. Même si c'est des sociétés qui marchent pas beaucoup, on a du cash net et on a, une belle croissance et donc j'essayerai peut-être d'en rentrer en portefeuille et au niveau des matériaux, j'essaye de rattraper un peu les couteaux qui tombent que sont Moulinvest, société familiale dans le bois, qui chute depuis, un moment là et j'aimerais bien me renforcer et Verbio également qui chute depuis un moment. On va attendre les prochains résultats pour voir ce que ça donne mais c'est quand même des très belles sociétés. Voilà, donc c'était tout pour moi aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et de commenter si ça vous a plu. On se dit à très bientôt sur Invest Academy. Ciao, ciao.